Droit de scolarité, notre sondage CROP révèle que 45 des répondants sont favorables à une indexation, 27 à une augmentation des frais, ce qui veut dire que plus de 70 des répondants sont favorables à une augmentation relative des frais de scolarité. À une autre question portant sur les universités, cette fois, 53 des répondants, et ça c'est important, disent que les universités sont mal gérées. Alors, vous l'avez vu avec notre sondage, le statu quo n'est plus possible, bien que la crise se poursuive. On verra bien comment tout ça va se terminer. Mais pour en débattre de cette hausse des droits de scolarité, Éric Martin, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit, auteur de l'ouvrage, co-auteur de l'ouvrage Université Inc. Il était aussi porte-parole de la CACI, l'ancêtre de la classe, lors du conflit étudiant de 2005. Alors, ça vous le situe un petit peu sur le spectre des idées là-dessus. Et Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal et qui a été vice-président aux affaires universitaires de la FEUC, deux leaders étudiants, mais qui aujourd'hui ont des opinions différentes face à la chose. Alors, le sondage révèle une chose, en tout cas, c'est que les étudiants n'ont pas réussi à convaincre les Québécois, à plaider leur cause de manière assez convaincante. Bonne nouvelle pour eux, cependant, on leur donne raison sur la gestion, la mauvaise gestion des universités. Par ailleurs, le statu quo n'est plus possible et on favorise l'indexation au coût de la vie. Alors, plaider votre cause l'un et l'autre. Êtes-vous surpris, vous, d'abord, ou déçu? Je pense qu'une chose importante, c'est que peut-être que les gens à la maison peuvent penser que si les étudiants ne paient pas, ce seront les contribuables qui vont payer. Et ce mythe, je pense, est entretenu par le fait qu'on a aussi argumenté qu'il manquait terriblement d'argent dans les universités. Et c'est sûr que si on paramètre le débat de cette façon, ça va inciter les gens à favoriser la hausse des frais de scolarité. Alors, il faut rappeler d'abord... Mais c'est pas eux, c'est qui? C'est les contribuables. C'est qu'il y aurait moyen au Québec de faire la gratuité scolaire en faisant, par exemple, en remettant la taxe sur le capital qu'on a abolie, qui prive le gouvernement de 2,4 milliards par année. C'est une mesure qui nous permettrait de faire 3 fois la gratuité scolaire. Donc, ce ne serait pas les contribuables qui paieraient. C'est un exemple. Ce serait plus juste, selon vous? Bien, ce serait plus juste parce qu'on garantirait d'abord l'accès universel aux services publics, comme on l'a vu en Argentine et tout ça, mais en plus, ça nous permettrait de découpler l'université d'avec la sphère de l'économie et des corporations, ce qui est finalement le fond de ce débat dont on ne parle jamais, parce que la hausse, elle fait partie d'un ensemble de mesures qui visent à arrimer l'éducation à l'économie. Et pour vous, la hausse est absolument incontournable, elle est nécessaire. Mais effectivement, notamment parce qu'elle fait partie d'un ensemble de mesures, il faut le rappeler. Donc, effectivement, pour refinancer les universités québécoises à un niveau qui soit comparable avec des universités, par exemple, les universités canadiennes, donc garder une compétitivité, que la qualité de l'éducation universitaire soit la bonne pour les étudiants, qu'on investit vraiment dans notre avenir, et aussi pour financer une hausse de l'aide financière, qui est la clé de l'accessibilité. Et sérieusement, en tant qu'ancien leader étudiant, finalement, moi, j'ai jamais vu un gain aussi considérable là, des associations étudiantes en termes d'aide financière. Le problème, dans le fond, d'amener le gouvernement à négocier, c'est est-ce qu'on va renoncer à ces gains-là qui sont impressionnants en aide financière? Une chose, par contre, qu'il faut rappeler, c'est que tout le prétexte du sous-financement qui a été amené par les recteurs, en fait, quand on regarde la dépense globale par étudiant au Canada, le Québec est celui qui dépense déjà le plus par étudiant pour ses universités. Le problème, c'est pas tellement qu'il manque de l'argent, c'est qu'il est réparti de drôle de façon. Il y a beaucoup d'argent, par exemple, qui va pour de la recherche à visée commerciale, qui sert les entreprises et tout ça. Donc, c'est pas qu'il manque, disons, quantitativement d'argent, c'est plutôt qu'il est mal réparti. Mais, M. Chassin, si on considère le sondage, bon, les Québécois pensent que les universités sont mal gérées. Est-ce qu'ils vont être convaincus qu'on donne encore plus d'argent aux universités avant de faire le ménage? Et c'est un peu l'argument des étudiants. Puis, il y a certainement un point là. Il faut rappeler, les universités, comme toute bureaucratie, il y a de la mauvaise gestion, assurément. Il y a des cas. Ceci étant dit, les cas qu'on a cités, que ce soit la publicité ou des primes, par exemple, de départ à certains recteurs, ça représente vraiment quelques millions de dollars sur un budget, rappelons-le, là, qui est autour de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars par année. Donc, il n'y a pas là matière à refinancer de façon substantielle les universités qui sont, et ça, c'est depuis des années que la conférence des recteurs et le ministère de l'Éducation font ces comparaisons-là, qui sont sous-financés. Mais quel modèle on veut? Parce que du côté des étudiants, on dit que l'éducation est un droit. On dit la même chose, hein, du côté du gouvernement. On revendique le droit à l'éducation, mais avec des moyens, des manières différentes. Et la question qu'on se pose, s'il y a un coût à cette éducation, à ce droit-là, est-ce que c'est prouvé qu'il y a un frein à l'accessibilité?
Les gens se posent encore Non, la pas du question. Il y a eu un débat à l'OCDE dans les années 70 entre deux groupes de personnes. Il y avait les Scandinaves d'un côté, puis de l'autre côté, vous aviez les Thatcheriens puis les Reaganiens, c'est-à-dire les défenseurs du modèle américain. Puis le débat, c'était, est-ce qu'on le finance comme font les Scandinaves, par la gratuité scolaire, puis les gens payent des impôts par la suite quand ils sont sur le marché du travail, Oui, il y a un service civil aussi. ou alors on le fait avec des prêts étudiants, comme on a vu avec les États-Unis, avec une situation d'endettement où ça mène. Et les deux modèles, vous avez ces deux cultures différentes. Et quand Raymond Bachand nous parle de révolution culturelle, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit oublier, selon lui, l'ancien consensus, disons, social-démocrate qu'on avait au Québec, puis aller plutôt vers un modèle qui individualise le financement et qui mise sur l'endettement élevé des étudiants. Et pour vous, il n'y a pas de lien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que et les États-Unis et les pays scandinaves, c'est deux sociétés où il y a beaucoup de gens qui vont à l'université. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent vers les universités américaines qui sont parmi les meilleures au monde. Donc, clairement, il y a là un enjeu de qualité où les États-Unis ont fait un choix un peu différent de financer énormément leurs universités, d'avoir une très grande qualité par ailleurs. Ceci étant dit, en fait, je pense que sur le débat qu'on a ici, oui, il y a une opposition un peu de vision entre une espèce de gauche plus pragmatique qui cherche justement à voir qui va assumer le coût, puis une gauche peut-être plus rêveuse qui cherche justement à avoir, par la fiscalité, une collectivisation et des coûts en prétendant que finalement les bénéfices sont aussi sociaux. Oui, alors que les bénéfices sont sociaux en partie et sont aussi privés parce qu'évidemment, on a des meilleurs emplois quand on étudie. Parce que vous parlez de rêve, mais je veux dire, c'est concret quand même. Il y a plusieurs pays qui pratiquent le modèle de la gratuité scolaire et ils existent. C'est pas des Avec des utopies conséquences, il ne faut pas l'oublier. On va les voir dans un instant, mais notre collègue Gérald Filion, qu'on va entendre un peu plus tard à l'émission, a aussi fait un calcul tiré de notre sondage, puisque les Québécois favorisent l'indexation. Et si le gouvernement optait pour l'indexation au coût de la vie, sur les 5 ans, ça représenterait une hausse de 10,4 sur 7 ans, 14,9 sur donc 7 ans. On est loin des 82 sur 7 ans. Est-ce que ça, c'est une sortie de crise envisageable ou en oubliant le fameux rattrapage que veut le gouvernement? Pour moi, c'est clairement, en fait, un report vers plus tard. On pèle par en avant le problème en disant, justement, on ne refinancera pas les universités et on n'améliorera peut-être pas l'aide financière. Alors là, pour moi, il y a un enjeu où on nuit à l'accessibilité, les gains qu'on avait réussi à aller chercher. Et comme c'est, pour moi, pas vraiment une sortie de crise, en quelque sorte, parce que c'est de revenir un peu au statu quo, même, en fait, moins que le statu quo, parce qu'il y avait une augmentation de 50 $ par session jusqu'en 2012. L'indexation, c'est moins que ça. Donc, alors, c'est un rabais que les Québécois veulent, alors. Alors, pour vous? L'indexation, je pense, c'est un compromis acceptable? Non, ben écoutez, les profs de philo disent toujours que c'est une fausse analogie parce qu'on compare un bien public, l'éducation, ou par exemple, on pourrait prendre la santé ou, je ne sais pas, les routes. Ce sont des choses qui sont des biens publics, c'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas suivant le prix du panier de consommation. Alors, si on fait ça, d'abord, on brouille la catégorie entre ce qui est un service public et ce qui est un bien de consommation. Et puis, en plus, on dépolitise la question et on ouvre la voie à ce que les frais ne cessent plus d'augmenter à mesure que la spirale d'inflation va continuer. Alors, votre sortie, en un mot chacun, sortie de crise pour vous? Il faut recentrer le débat sur les frais de scolarité, puis j'espère que Léo Bureau-Blouin va rester pendant l'été pour essayer de dénouer cette crise-là. Ben, il faut revenir sur la hausse des frais de scolarité, qui est une mauvaise décision antisociale, tout simplement. OK. Merci à tous les deux. Ça m'a permis, cette grève-là, de prendre conscience de plein de choses. Entre autres, du fait que les Québécois, en général, sont pas très solidaires les uns envers les autres. Que souvent, on se fait énormément critiquer quand on est étudiant en grève en se faisant dire qu'on n'a pas le droit de grève comme on n'est pas des travailleurs et qu'on n'est pas des contribuables ou qu'on